Bonjour à tous, bienvenue dans ce 18e podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. On est super contents, super heureux. N'hésitez pas encore une fois à mettre des petits pouces, à commenter, à partager. Ça nous fait toujours plaisir. C'est notre seul salaire, entre guillemets. C'est de partager, que vous mettez au moins des petits pouces pour nous motiver. Donc voilà. Donc 18e podcast, je t'en prie, Anthony El Retano, lance-nous notre première question. Salut à tous. Je ne vais pas chanter une chanson, je vais plutôt prendre une question. Alors, quelle est la différence entre le tirage poulie haute pronation et le tirage poulie haute prise neutre? Alors, pour rappel, tirage poulie haute pronation comme ça et prise neutre comme ça. Voilà. Donc, quelle est la différence? Allons-y, Christophe Bonnefond, nous vous écoutons. Ah bon, c'est moi qui m'y colle? Ouais. Bah, en fait, on a les coudes plus serrés, donc on va peut-être plus travailler au niveau dorsal, plus vers le bas. Voilà, où tu auras peut-être moins non, excuse-moi. Attends, je suis en train de me tromper là. Oui. En fait, quand tu tires comme ça, tu as plus d'intervention au niveau du dorsal et au niveau des bras. D'accord? Quand tu tires plus ouvert, tu vas avoir plus une sollicitation, alors peut-être plus au niveau du haut du dos et derrière d'épaule, et moins des bras. D'ailleurs, ils avaient fait des tests en IRM. En fait, on voyait que le dos était beaucoup plus sollicité sur une prise large qu'une prise serrée ou neutre ou en supination. Voilà. Plus on est serré, il y a Cyril d'ailleurs, je parle, il me dit. Ouais. Donc, grosso modo, plus vous allez serrer sur vos prises et plus finalement, il y a un petit pourcentage de bras qui va intervenir un peu plus. Plus vous allez être large, mais pas trop large non plus, plus vous allez, on va dire, isoler le dorsal. Mais ça reste des proportions de quelques pourcentages. Hein. Ne rêvez pas non plus. Bah, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, alors, en fonction de la prise, en fait, il y a des prises qui sont plus propices à avoir un maximum d'étirement, d'autres un maximum de contraction et d'autres un mix des deux. Donc, la prise neutre, ça serait celle en fait, elle est neutre, elle porte bien son nom. C'est-à-dire que c'est la prise qui, à la fois, donne le bon compromis entre étirement et contraction, mais qui n'a pas le maximum d'étirement et le maximum de contraction. Alors, ça dépend. Attends, je te contredis là. Ça dépend. Sauf en unilatéral, peut-être, mais là, en Non. bilatéral. Parce qu'en fait, regarde, en fait, quand tu es comme ça, alors ça ne tire pas tout à fait les mêmes zones. C'est-à-dire que quand tu es comme ça, tu as un immense étirement du grand dorsal, en fait, contrairement à ce qu'on croit, quand tu es serré. Alors que quand tu es comme ça, tu poses ta main, tu le vois, l'étirement est moindre. Mais ça localise différentes parties du dos, on va dire. C'est pas parce que c'est large. Tirage horizontal, de toute façon, étant donné que tu vas vers le haut et que tu peux pas faire une adduction-abduction, tu vois, ce mouvement-là, comme tu parlais du pullover, peut-être plus alors pour la prise, ça va Non, le meilleur en plus. tirage poitrine. Bon. En fait, attends, j'ai encore plus. En fait, c'est plus subtil que ça. En fait, quand tu tires en prise large, tu sens que c'est au niveau de l'omoplate que ça tire énormément. Donc ça, Ouais. c'est l'étirement au niveau de l'omoplate est maximal. Mais comme ça, tu as un autre étirement qui est plus bas, en fait, au niveau du dorsal. Tu vois, tu as un étirement au niveau omoplate, alors que là, c'est un étirement qui fait aussi une omoplate, mais peut-être un peu moins accentué que large, mais tu as un étirement au niveau de la fibre dorsale, l'attache du bas, qui est plus profonde, en fait. Plus important quand tu penses qu'en prise neutre sur un tirage vertical, tu as plus d'étirement que sur un tirage pronation. Ben, tu as même plus d'amplitude. Donc, si tu as plus d'amplitude, normalement, c'est bon signe. Ça veut dire que tu as plus de. Ouais. Tu vois la subtilité, ce que je te dis? Mais Ouais, c'est ouais, vrai, ouais. c'est vrai qu'au niveau sensation, la prise large au niveau de l'omoplate, tu vois, au niveau de l'omoplate, c'est vrai que l'étirement est plus fort. Mais c'est au niveau de l'omoplate, c'est pas forcément au niveau musculaire, parce que l'attache est en fait plus bas au niveau de la clavicule. Je sais pas si je suis clair. Si, ben moi je comprends. Après, on a beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on résume parce qu'on a dit beaucoup de choses du coup. On a dit beaucoup de choses. J'espère que les gens vont arriver à suivre. C'est pour ça qu'il y a des variantes, et c'est pour ça que c'est bien de faire différentes variantes, d'ailleurs. Tiens, sur le dos. Voilà, c'est ça. Donc il y a différentes, effectivement. En fait, en fonction de la prise, il y a différents recrutements. La force diffère aussi. En prise neutre, techniquement, on sera plus fort qu'en pronation. Parce qu'il y a les bras qui interviennent. Voilà, les bras interviennent puisque le biceps est quand même relativement neutralisé en pronation comparé en prise neutre. Donc voilà. Donc je pense que le premier conseil qu'on peut donner, c'est que si on a les biceps en point fort, la pronation est plus intéressante que la prise neutre. Quoique,
en utilisant des sangles de tirage et en faisant bien le mouvement avec les omoplates, même avec des biceps en point fort, on est censé faire le tirage prise neutre de manière à ce qu'on sente pas trop les biceps. Voilà. Après, moi, je trouve que les deux sont très intéressants. Mais si j'ai un point faible dorsaux, je suis plus fan du tirage poitrine pronation où je vais descendre que jusqu'au menton et pas plus bas pour isoler les dorsaux. Et je trouve que j'aurai un meilleur recrutement. Mais après, toi, Ok. tu vois, tu trouves que tu as un meilleur recrutement en prise neutre Ouais, ouais, au c'est final. vrai. Et moi, non. Et Mais on déconseille, ouais, et on déconseille fortement le tirage nuque, hein. Je- ouais, bien sûr. Ouais. J'en Moi, j'en profite pour parle le dire pas. parce Ouais, que ouais. j'en vois encore tous les jours à la salle, je vois des mecs en train de faire du tirage nuque. Bon, alors, c'est pas très grave en soi, bien sûr, mais au niveau de l'épaule, c'est quand même sur le très long terme, c'est pas génial. On voit de toute façon que c'est pas anatomiquement, on se penche en avant, on tire sur la cervicale. On voit que de toute façon, ce mouvement-là, on voit que d'un point de vue anatomique, on voit vraiment que c'est pas le top du top, quoi. Et au niveau épaule, voilà, c'est pas génial. Alors, je sais que beaucoup encore le font. Voilà, attention à ce moment-là. Nous, on n'est pas du tout fan. Et sur le très long terme, ça peut créer des pathologies. Donc, attention à ce tirage nuque. Mhm. Voilà. Voilà. Après, quoi qu'il arrive, la seule chose qu'il faut rappeler, c'est que voilà, les mouvements de dos, là, que ce soit un tirage ou l'autre, se font bien en enclenchant les épaules et les omoplates vers l'arrière, en resserrant l'une contre l'autre, plutôt qu'en tirant à la force des bras. Voilà. Voilà. On tire ses épaules en arrière et on évite de tirer comme ça parce que là, ça va être surtout les bras qui vont tirer. Alors que si vous tirez vos épaules, les omoplates, là, en effet, c'est toute la contraction du grand dorsal qui va se faire et des muscles internes, rhomboïing, trapèze inférieur, etc. Voilà. Et attention aussi, on en voit beaucoup en salle qui amènent la barre là ou parfois là, quand ils font le tirage poitrine, tu sais. Il y en a énormément, il y en a même qui passent devant, quoi. Oui, Tu c'est vois. vrai. Ah Donc, oui, des fois comme ça, oui, c'est vrai. ouais. Donc attention, un tirage, c'est vertical, il faut que ça soit vertical. Donc dans l'idéal, il faut que ça frôle le visage et ça tombe, voilà, ça tombe là, quoi. Ça tombe là, ça frôle. Et ça ne doit pas tomber. Si ça tombe trop bas, en fait, vous n'aurez pas un recrutement optimal, voire même pas de recrutement du tout parfois. Donc essayez de bien rester vertical. D'ailleurs, les machines convergentes sont hyper bien pour ça, puisque les deux poignets convergent, tu n'as rien qui t'arrive sur la tête, Oui, contrairement c'est à vrai. la barre. Et pensez aussi à bien gonfler la poitrine, parce que plus on va ouvrir la cage, plus la barre va arriver en haut, et plus on va avoir une contraction à l'inverse, à l'intérieur des omoplates, pour bien contracter le dorsal, les grands dorsaux. Donc, Et justement, il faut ouvrir, en fait. tiens, j'y pense peut-être qu'on peut avoir un petit débat, parce qu'une fois, tu as posé un truc et je voulais poster un truc, pardon, et je voulais t'en Ouais, parler, on n'en a jamais parlé. ouais, Tu as posté une vidéo de toi en train de faire le tirage poitrine pronation avec deux poignets séparés. oui, Et tu disais que tu te penchais pas mal en arrière oui, et tu disais que c'était mieux pour recruter les dorsaux. Alors, comme d'hab, quand Chris dit un truc, quand on dit un truc et qu'Anthony dit le contraire, tout le monde crie, Anthony, mais pourquoi tu dis ça, lui, il dit ça. Et donc, c'était intéressant d'avoir un débat parce que je trouve que si tu fais ça, si tu te penches en arrière, donc j'ai compris ce pourquoi tu disais ça, aussi pour les épaules, etc. J'ai bien lu ce que tu as mis en entier, mais je trouve que si tu te penches en arrière, le tirage devient beaucoup moins vertical et devient plus horizontal, et que du coup, le recrutement va beaucoup plus sur les trapèzes que sur les dorsaux. Alors, qu'est-ce que tu en penses? tu as raison. Non, c'est ça, D'accord. non, c'est vrai. Parce que, évidemment, plus tu vas te pencher en arrière, plus ça va ressembler finalement à du tirage horizontal. Mmh. Donc, c'est Ouais. sûr que tu vas travailler peut-être un peu plus à l'intérieur du dos. Mais de toute façon, que ce soit du tirage horizontal ou vertical, l'ensemble du dorsal travaille. Ouais. Même, Oui, on est d'accord. Ouais. on va prendre un exemple de Ronnie Coleman. Ronnie Coleman ne faisait quasiment pas de tirage verticaux. Il s'en servait juste pour s'échauffer. Et lui, il faisait trois mouvements. Il faisait du rowing bar, buste penché en avant, du bûcheron, halter, et de la T-bar. Donc que du rowing horizontal, horizontaux. Il faisait quasiment pas de verticaux. Je crois qu'il commençait par du vertical juste pour s'étirer un peu, pour s'échauffer. Et il avait les dorsaux les plus énormes de la planète. Et alors après, bien sûr, il y a un facteur génétique, évidemment, il y a tout Parce ce qui que est derrière. Mais pour te dire, par exemple, que moi, je pense qu'il faudrait faire de toute façon beaucoup plus de tirages horizontaux que verticaux, rien que pour la protection des épaules. mmh, d'accord. Déjà, tu vois, voilà. Mais c'est vrai que
c'est vrai que plus tu as de penche en arrière, plus ça va ressembler à du tirage horizontal. Donc, c'est vrai que tu as totalement raison. Donc, il faut trouver un bon compromis. Mais malgré tout, même le tirage horizontal travaille extrêmement bien le grand dorsal aussi. Après, il y a différentes variantes, il y a plein de trucs, tellement de choses, mais c'est vrai que tu n'as pas tort. T'as pas tort. Ok, bon, nickel. Allez, à toi. Alors, question, donc entraînement. Ouais. Est-il une bonne idée de varier régulièrement ses entraînements? Antoine, 1201. Donc, est-il une bonne idée de varier régulièrement ses entraînements? Excellente question. Ouais, bonne question. C'est vrai que c'est un peu de mise que de dire, les gens ont tendance à dire, quand tu es coach, en fait, on dirait que c'est une règle et un devoir que de fournir un programme d'entraînement différent automatiquement Tous les toutes les mois. semaines, voilà, tous les mois, parce que Arnold Schwarzenegger, le Saint-Père, a dit qu'il faut choquer les muscles et donc il faut faire des entraînements différents. Non, je dis lui, mais il y en a d'autres qui ont dit ça. Voilà, donc c'est rentré dans les mœurs, effectivement. Et il y en a qui ont fait dériver ça au fait même pas, ils n'ont pas de programme d'entraînement, tu n'as pas de programme d'entraînement, et puis tu fais un exercice différent à chaque fois, une routine à chaque fois, etc. Tu fais de l'aléatoire, entre guillemets, à la sensation. Et il y en a énormément qui s'entraînent comme ça. Alors, il y a deux catégories de gens qui s'entraînent comme ça. Il y a ceux qui ont une génétique de malade et qui prennent des produits dopants, qui font ça et qui sont énormes. Et il y a le commun des mortels naturels qui font ça et qui n'ont pas de résultat ou très peu. Voilà. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites ça, en fait, vous n'avez aucun repère de progression. Aucun. Parce que si tu fais du développé couché une semaine, la fois d'après, tu fais l'incliné, la fois d'après, tu fais un autre, et que tu n'as aucune logique dans ta routine, aucun facteur de comparaison, voilà, et ben, tu ne peux pas mettre en place une stratégie pour progresser. Et selon mon humble avis, c'est la base pour progresser physiquement, c'est progresser à l'entraînement en plus de la diète. Et pour progresser à l'entraînement, il faut avoir un plan d'entraînement, il faut avoir conscience des charges qu'on est capable de soulever, qu'on a soulevées, et les faire évoluer. Et c'est une grosse perte de temps que de changer de programme d'entraînement sans raison, parce que chaque fois que tu changes de programme d'entraînement, il faut réapprendre le mouvement, il faut réapprendre la technique, il faut retrouver les charges, et ça prend du temps, même pour nous qui nous entraînons toi depuis 30 ans. Si demain je te donne moi un programme d'entraînement, tu vas pas tout de suite tomber sur des charges productives, c'est pas possible, c'est pas un devin. Tu vas devoir te réhabituer, retrouver les charges, et ce temps-là, tu vas le perdre, tu vas pas progresser cette semaine-là. Ça s'appelle d'ailleurs l'adaptation nerveuse. C'est que dès que tu changes un mouvement, surtout quand c'est polyarticulaire, un peu moins quand c'est d'isolation, mais surtout un mouvement polyarticulaire, donc impliquant au moins deux articulations, il y a une adaptation nerveuse qui se fait. Et l'adaptation nerveuse, juste pour info, hein, ça met quasiment 3 semaines, un mois pour l'avoir. Et à partir de là, on peut commencer à faire des performances au niveau des charges. Donc, tu as tout à fait raison. C'est une très mauvaise idée en réalité de vouloir changer, surtout l'exercice polyarticulaire. Ça pose moins de problèmes sur l'exercice d'isolation, c'est vrai. Mais c'est vrai, tu as entièrement raison. L'exercice polyarticulaire, normalement, on devrait le garder des mois et des mois. Du moins, tant qu'on progresse, tant qu'on a des bonnes sensations et tant que le système nerveux n'est pas cramé. Quoi. Mais ouais. En fait, tu vois, je trouve ça bête de changer d'entraînement complètement, alors que des fois, on pourrait changer petit à petit, des petites brides. Comme tu l'as dit, un petit exercice, voilà, peut-être qui fait mal, on ne progresse plus, machin, au fur et à mesure, et c'est beaucoup plus intelligent. Et les gens disent, quel est le programme d'entraînement parfait? Bah, c'est celui que tu conçois comme ça, en fait. Parce que si tu changes tout le temps, bah, tu sais plus où tu en es. Donc, c'est vrai que des fois, ça me gonfle un peu, honnêtement cette méthode et que en fait j'ai beaucoup de clients, j'ai eu beaucoup de clients qui comprennent pas ça et qui veulent tout le temps changer. Et j'ai envie de vous dire, bah, si vous n'avez pas la patience et si vous n'arrivez pas à garder un programme d'entraînement plus de 3 4 semaines, il faudra changer de sport parce que vous n'aurez jamais de réel progrès, tu vois. Et les meilleurs clients que j'ai, les meilleurs résultats que j'ai vus, naturellement, encore une fois, c'est des clients qui gardent l'entraînement des fois 6 8 mois. Alors, je sais que je peux passer pour le mec, le charlatan qui veut pas changer les programmes, mais raté parce que je fais des bilans chaque semaine avec les clients. Donc, quoi qu'il arrive, ça me prend du temps, tu vois. Mais voilà, moi j'ai fait 6 mois de prépa pour ma compète. De quand je suis parti à Thaïlande, où je suis revenu, j'ai gardé le même entraînement, de bout en bout. J'ai pas changé un exo, une technique, une méthode, rien. Et qu'est-ce que ça m'a permis? Bah, ça m'a permis que, en sèche, mon seul objectif, on en avait parlé, c'était de conserver mes charges par rapport à la prise de masse. C'était mon seul objectif, c'était faut pas que je baisse, faut pas que je baisse. Si j'avais changé d'entraînement, j'ai plus de repères
et ben, peut-être que voilà, les résultats, c'est sûr, n'auraient pas été les mêmes. Donc, je pense vraiment que c'est une grosse erreur que cette mode voilà, de changer, quoi. Bon, voilà. Je te rejoins totalement. Et on peut le voir, tu sais, on peut le voir dans des sports comme l'haltérophilie ou la force athlétique ou des choses comme ça. Les gars ils font toujours le même mouvement parce qu'ils vont être de plus en plus forts sur ce mouvement-là. Tu les vois pas, les gars, toutes les semaines, ils font développé couché, ils font du squat, ils font soulevé de terre, mais toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, ils font toujours le même mouvement. Ils le perfectionnent. Leur système nerveux s'adapte à ce travail-là. Et puis, ils essayent d'avoir des performances à chaque fois sur ces mouvements-là, en tout cas. T'imagines si les mecs ils commencent à changer toutes les semaines d'exercice, de machin, mais laisse tomber. Ils ne pourraient jamais avoir ces perfs-là. Mais dans tous les sports, c'est comme ça. Ils ont leur routine d'entraînement avec les exercices, au final, ils changent très, très peu. Très, très peu. Parce que, comme tu dis, il n'y a plus de repères. L'adaptation nerveuse se met à temps fou. Et une fois que l'adaptation nerveuse elle est faite, tu le vois par exemple sur du squat. Quand tu n'as pas fait du squat pendant 6 mois, que tu te remets à faire du squat, et Coco, avant de commencer à pousser des bonnes charges, c'est minimum un mois ou deux. Hein. Voilà. Et c'est à partir d'un mois ou deux où tu vas pouvoir commencer à progresser en charge. Mais ça met du temps, un temps de fou. Quoi. Voilà. Donc, si vous changez tout le temps de mouvement, je précise surtout pour les articulaires, non, ça ne va pas. Moi, je vois par exemple pour mes cuisses, j'ai jamais autant progressé qu'en faisant que des fentes surélevées. Mais je fais que ça. Je fais que ça. Et malgré tout, passé 40 ans, je continue à progresser sur les traits. Mais par contre, je fais que ça. Tu vois. Voilà. Et, ça ne sert à rien de faire 36 000 mouvements. Hein. Enfin, ou changer d'exercice tout le temps, quoi. Voilà, changer l'ordre des séances, c'est pareil. Et pourquoi Ouais. changer l'ordre si ça marche, tu vois? Voilà, les temps de repos, bah, bon, bah, pareil. Voilà, il y a pas. En fait, choquer le muscle, ça n'existe pas. Tu vois, c'est ce terme, choquer le muscle, là, Galvaudé, ouais. C'est galvaudé, ouais. ouais, c'est un peu, voilà. Donc, Alors, évidemment, quand vous allez changer d'exercice, vous allez avoir des super courbatures. Vous dire, ah, tu vois, j'ai super courbature. Oui, mais parce que, si tu veux, ton muscle va être étiré d'une telle manière qui est différente, qui fait que tu as des courbatures. Et ce n'est pas signe de progression parce que tu as des courbatures. Là, bon, ça peut être un autre sujet de discussion encore, mais encore une fois, évidemment, quand vous allez changer d'exercice, c'est nouveau, donc vous avez des bonnes sensations, vous avez des courbatures qui sont plus fortes, mais parce que justement, il y a un étirement qui est un peu différent. Du coup, ça crée des micro-lésions voilà. Mais ce n'est pas pour ça que vous allez forcément progresser. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, sur la génétique de chacun, moi, je reconnais, il change d'exercice à chaque séance, il progresse. Mais parce que, voilà, c'est peut-être pas tout le monde a cette chance-là. ouais, bah, comme j'ai dit au début, il y en a qui s'entraînent à l'instinct, en freestyle, et ils sont énormes. Mais tu sais, comme il y en a qui font, tu vois, en salle, c'est frustrant. Il y en a, ils font n'importe quoi. Franchement, il y en a qui sont énormes et ils font n'importe quoi en salle. Faut le dire. Faut le dire aux gens. Il y a des gens énormes en salle, super balèzes. Je serai jamais comme eux, on sera jamais comme eux. Et ils sont hyper balèzes et ils font n'importe quoi. Ne les suivre. Faut surtout pas les suivre. C'est Et ça. c'est comme ça. C'est En ça. fait, c'est comme ça. C'est comme ça. Comme le mec, Comme, enfin, et il y a comme des je dis à mecs, chaque fois, c'est pour moi le sport le plus injuste qui existe sur Terre. ouais, c'est la génétique. Parce que la génétique de base, alors bien sûr, tu peux progresser, mais la génétique de base est quand même une chose importante. C'est pour ça qu'il ne faut pas se comparer. Ouais, grave. Ah, mais oui, oui. On est tellement différents génétiquement. Tu peux te comparer à toi-même par rapport à tes progrès. À partir du moment où tu te compares, tu es mort. Tu es mort parce que la personne à côté de toi, soit elle a une génétique d'enculé et elle va progresser en faisant moins que toi, soit tu as quelqu'un qui va bosser 2 fois plus que toi et lui, il va même pas progresser à ton niveau. Et on le voit tous les jours en salle. C'est comme ça. Non, et on peut le dire, le pire, c'est que c'est pareil sur tous les facteurs, même sur les produits dopants. La réaction d'une personne à l'autre, elle est totalement différente. Donc voilà, ne croyez même pas que les plus énormes sont ceux qui forcément prennent le plus. Des fois, c'est C'est même vrai. pas vrai, quoi. Donc C'est vrai. ça, pour le coup, celui qui vous dit qu'il a la sauce infuse sur ça, bah, il n'a pas d'expérience. Parce que Chris vous le dira, Oui. je peux vous le dire, nous deux, on a vu je sais pas combien de milliers de personnes. Et ben, il y a des gens, voilà, c'est des foudres de guerre. Moi, j'ai vu des athlètes, quand même. Moi, j'ai vu des athlètes, pour comparaison, j'ai vu des athlètes avec le même protocole. Le même protocole. Il y en a un, il a explosé comme un popcorn. L'autre, il est resté quasiment rien. Et pourtant, c'est les mêmes Voilà. trucs. Voilà, parce qu'il y a aussi là-dedans aussi une certaine génétique. Ah ouais, Aussi. carrément. Et Carrément. on le voit, il y a des mecs qui explosent, et c'est pas parce que les mecs ils sont envoyés 3 fois plus. Ça, c'est de la mythologie complète. Ça veut pas dire qu'il l'a pas fait, mais c'est très souvent de la mythologie, je vous le dis clairement. Parce que moi, j'ai discuté avec beaucoup de champions.
Les mecs, ils m'ont dit clairement ce qu'ils en prenaient. Ils n'avaient pas à me cacher. Voilà, moi, j'ai des amis dans le milieu, tu vois. Donc, et les mecs, ils sont ouverts avec moi. Ils savent que, voilà. Et on a comparé et machin. Et je vous dis franchement, il y a des gars, tu as l'impression qu'ils se chargent comme des mulets. Et c'est faux. Moi, j'en connais des gars qui sont, c'est pas des monstres. Et quand ils m'ont dit ce qu'ils prenaient, j'ai fait, mec, et t'es pas mort encore, tu vois. C'était presque ça, tu vois. Mais grave, non, mais c'est sûr. Hein. Voilà, donc là aussi, il y a une injustice. Voilà, je vous dis, pour moi, c'est le sport le plus injuste qui existe. Je vous le dis, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas progresser, même si vous avez une génétique qui n'est pas favorable. Bien sûr, vous allez progresser, bien sûr, vous allez avoir des résultats. Ça va être plus long, il n'y a pas de souci. Mais voilà, il faut aussi avoir conscience de ça et se comparer qu'à soi-même. Par rapport à ses anciens résultats, est-ce qu'on a progressé? Est-ce qu'on a trouvé l'entraînement, la méthodologie, le régime qui me convient, qui me permet d'avancer d'une étape, d'une marche en plus? C'est ça, en final, qui est super important. Ouais, et puis il y a un truc qu'il faut dire pour les compétiteurs pendant qu'on y est, c'est que, enfin, moi, maintenant, c'est mon avis et il est hyper fermé sur ça. C'est que si tu n'as pas la génétique, tu seras pas enfin, n'essaye même pas d'être un pro IFBB, par exemple. Ça sert à rien. Honnêtement, si tu n'as pas la génétique, ça sert à rien parce que tu vas te tuer à la tâche et les sacrifices ne vaudront jamais les résultats. Parce que quand bien même, si tu n'as pas la génétique, tu arrives à devenir pro, tu vas devenir pro pour faire fond de scène à chaque fois. Et selon ma mentalité à moi, tu vois, ça vaut pas la peine avec tout ce qu'il y a avec. Tu vois, tout ce qui va avec. On le voit à l'international bon, maintenant, c'est un peu plus disparate parce qu'il y a tellement de compétitions maintenant que finalement, le niveau, j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins élevé hein, en restant très. Enfin, en attaquant personne, mais j'ai l'impression que le niveau il est un petit peu moins élevé parce qu'il y a tellement de compétitions qu'en fait, ceux qui avaient une génétique exceptionnelle se sont un petit peu dilués dans la masse parce qu'il y a tellement de compétitions que les gars ils partent un peu partout. Avant, quand il y avait très peu de compétitions, en fait, les très bons, ils étaient ensemble en fait. Tu vois. Et c'est vrai que maintenant, même si tu n'as pas une génétique, allez, on va dire hors norme, si tu as une génétique, on va dire moyenne, tu arrives parfois à faire des petits podiums, tu vois. Mais ne rêve pas, Olympia, c'est l'élite de l'élite. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, tu restes au fond du temps. En fait, si tu as la génétique pour devenir pro IFBB, pour moi, tu ne poseras jamais la question, tu le sais. Oui. Tu le sais, en fait, tu le sais, ça se voit, tu le sais. Moi, je sais que pour l'instant, dans tous ceux que j'ai suivis, tous ceux, il y en a un paquet. Bah, franchement, j'en connais, allez, deux, mais surtout qu'un qui vraiment pourrait le faire. J'en connais qu'un. Et que je suis actuellement, c'est Anthony Tucconi, je sais pas si tu vois. Oui, je vois Et lui, par exemple, lui, il est naturel. Hein, mais donc, admettons qu'il le soit plus, puisque bon, en étant, faut pas se leurrer, en étant naturel, voilà. Mais voilà, lui aurait la génétique pour. Et encore, faut voir comment il réagirait s'il prenait des trucs, tu vois. Même ça, tu sais pas. Mais naturellement, déjà, lui aurait la génétique. Pourquoi? Parce que naturellement, il a déjà un il est physique déjà au-dessus de la moyenne. il a un physique supérieur à plein de mecs qui se chargent, tu vois. Voilà. Mais c'est un sur 2000, 3000, quoi. Voilà. Ouais. Donc, tu le vois avec Florian Poisson, là, qui vient de gagner, je sais pas si tu as vu. Il a fait une compète Oui, j'ai vu amateur. au Portugal. Il a toute catégorie et derrière, il est déjà première, c'est la troisième compète dans sa vie. Il a mon âge, il a 26 ans. En pro hein, tu parles. En pro, il a fait quatrième, juste après. Je veux dire, Ouais, c'est incroyable. Incroyable. Et il a un physique dingue. Hein. Il a un physique dingue, ce mec. Ouais, un physique de malade, bien sûr. C'est un bosseur et tout, mais il a une génétique. Tu De vois son base parcours. qui fait que il Ouais, peut se permettre, en plus en bossant comme il fait, bah, d'atteindre l'élite sans problème. ouais, tu vois son parcours. Avant, il était obèse. La transformation, elle est incroyable. Les mauvaises langues, ils vont dire oui, dopage, machin, mais rêvez pas. Là, aussi, il a un travail de fou, mais une génétique hallucinante. Parce que même ces personnes qui vont dire oui, dopage, mais même si toi-même, même si personne prenait les dosages que prend lui, c'est pas sûr qu'il arrive comme lui. Enfin, Ah ouais, faut bien le c'est sûr. comprendre. Faut bien le comprendre. Ouais, c'est sûr. Mais déjà, juste, voilà, tu regardes les quadriceps, les cuisses, tu te dis pour avoir des cuisses comme ça, t'es mort. Si tu dois avoir des cuisses comme ça, tu le sais. Tu le sais. Donc voilà, c'est un point frustrant, mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Bon, je crois que c'est à moi. Alors, exemple, pouvez-vous donner un exemple de répartition des entraînements sur 5 séances par semaine? Bon, ça va être intéressant parce qu'on ne va pas donner le même.
Alors, si tu dois t'entraîner 5 fois par semaine, qu'est-ce que tu fais? 5 fois par semaine. Ben, moi, je pars du principe qu'il faut entraîner le muscle au moins minimum 2 fois par semaine. Le même muscle 2 fois par semaine. Donc, 5 fois par semaine, c'est un protocole qui marche très bien pour du full body, par exemple. Full body. Tiens, et dis-moi, alors, comment tu fais un full body 5 fois par semaine? Vas-y, entre-moi plus dans le détail. Entre- Très, très dans le- facile. Si on prend l'exemple du split, on va prendre l'exemple du split, puisque Ouais. 95% des mecs qui font la musculation font du split. Il y a Eh plus de ouais, Ouais, mais eh ouais, ouais, c'est vrai. eh ouais. Donc, si par exemple le lundi, comme le lundi, généralement, tous les gars font aussi les pecs, si tu fais 5 exercices de pecs, il suffit Ouais. en foot de les répartir, ces exercices-là. Ton premier exercice, tu le fais le lundi, le deuxième, tu le fais le mardi, mercredi, jeudi, et tu étales en fait tes exercices de pecs. Tu fais qu'un seul exercice chaque jour de la semaine. Tu fais pareil pour les cuisses, pareil pour les bras, pareil pour tout. Et puis là, en fait, tu as ton programme de full qui est fait. Et ta séance, elle dure combien de temps? Bah, c'est sûr que 5 exercices, ça commence à faire. Même plus, attends. Voilà, pectoraux, dos, triceps, biceps, épaules, cuisses, mollets. Ouais, 7, ouais, mais 8. oui, mais non, en fait, parce que regarde, d'une, parce que tu fais déjà qu'un seul exercice par muscle. Ouais, mais Voilà. ça fait quand même 8. Oui, mais imagine pour les pecs, toi, tu t'en ferais 5. Et puis, généralement, tu fais pas que les pecs, tu feras pec bras, par exemple, ou pec triceps. Pour les triceps, Ouais. tu vas m'en faire 3 minimum. Pour les pecs, tu vas en faire 4 ou 5 minimum. Donc, au final, ça revient presque au nombre de séries, presque pareil. Mais la subtilité, elle n'est pas là. C'est que si le lundi, tu fais les pecs avec du développé couché, pour le dos, par exemple, tu vas faire un exercice qui ne demande pas trop d'énergie. Par exemple, un mouvement comme ça ou un mouvement qui ne demande pas trop d'énergie. Parce que si tu commences à te faire un exercice de développé couché pour les pecs, tu es en train de faire un soulevé de terre pour le dos, que tu fais, enfin, je sais plus, enfin, tu vois, tu commences à combiner plusieurs Ouais. exercices polyarticulaires, ah, tu es cramé dès le lundi, tu vois. Et les cuisses, tu fais comment? Bah, écoute, c'est facile. Par exemple, le lundi, si le lundi, par exemple, tu fais le lundi, on va dire, allez, on met l'accent sur les pecs et on fait l'exercice polyarticulaire de pecs le lundi. Donc, développé couché le lundi. D'accord? Pour les cuisses, je ferai par exemple un peu d'ischio ou un peu de legs. Le lendemain, je dis, je mets l'accent sur les cuisses. Je fais du squat le mardi. Pour les pecs, je vais faire que de l'écarter. Le mercredi, je dis, OK, je mets l'accent sur le dos. Je fais du soulevé de terre le mercredi. Pour les pecs, je refais par exemple un développé haltère. Et pour les cuisses, je fais un exercice de fente. Tu vois un peu la répartition que je t'explique là? Tu fais combien de séries, du coup, à peu près à chaque fois? Le même nombre que tu aurais fait si tu fais un split. Pareil. Ouais. Ou alors, de semaine en semaine, tu augmentes. Tu peux. Tu vas mollo. La première semaine, tu vas mollo. Et puis chaque semaine, tu augmentes un peu le volume, tu vois. D'accord. Voilà, ça c'est un exemple de full. Pour ceux qui ne connaissent pas le full, c'est un exemple de full. Après, tu as le split classique où, par exemple, le lundi, tu fais pec triceps, le mardi, tu fais dos biceps, voilà, et puis le mercredi, tu fais les cuisses, par exemple. Et puis après, le jeudi, vendredi, ou tu repars sur des points faibles, ou je ne sais pas, enfin, après, tu as tellement de répartitions possibles. Enfin, vas-y, toi, vas-y, donne des exemples. Il y a tellement de répartitions. Bah, tu vois, en fait, je me posais la question l'autre fois. Et en fait, on a l'impression qu'un split, c'est défini. Un split, c'est une division. Mais en fait, on a défini le split en disant, ouais, split, voilà, l'exemple qui revient, c'est soit pec biceps, pec triceps, après dos, machin. Mais en fait, pour moi, un split, c'est pas ça. Un split, c'est le fait que tu peux diviser autant que tu veux et personnaliser autant que tu veux. Ça veut dire que tu peux faire un split, faire 2 fois les cuisses, faire 2 fois le dos, faire 2 fois les pecs, 2 fois les épaules, 2 fois les bras, en fait. En fait, tu peux arriver à faire ça. Et ce qui me gêne, c'est mon avis, entre le full, le half et le split, la différence, c'est que, en fait, sur du full et du half, j'arrive pas à prioriser en fonction des points faibles et des points forts et à donner l'intensité que je voudrais donner, la priorité que je voudrais donner, mettre plus de côté un truc. Mais parce que je ne t'ai pas expliqué ça. C'est possible, hein, mais c'est parce que je ne t'ai pas expliqué. D'accord. Je l'expliquerai après. On C'est pourra possible, en c'est possible. reparler dans un podcast alors. En fait, c'est vrai que moi, quand je t'avais fait faire le full, c'était un full général, sans Alf, réellement point faible. Alf, Ou on a fait. half, excuse-moi. Mais en fait, c'est un half
sans réellement mettre l'accent sur un point faible. C'était un half général sans point faible. Mais c'est sûr que quand tu as un point faible, il y a des priorités à faire, même dans le half, même dans le full, c'est possible aussi, hein. Tu vois. D'accord. Par exemple, je vais donner un exemple vite fait, comme ça s'avérera pour tout le monde. Si par exemple, tu as les pecs en point faible, c'est sûr que je ferais peut-être faire plus de séries pour les pecs que pour les bras ou pour les épaules, parce que justement, c'est ton point faible. Donc, j'ai augmenté le volume, par exemple, sur les pecs. Sur la semaine, j'ai augmenté le volume sur les pecs et je vais réduire le volume ailleurs. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais Tu vois. tu vois, c'est une chose que tu n'as pas besoin de faire en split, en fait. Ouais, ça dépend parce que regarde, ça dépend parce que si tu te crames au soulevé de terre et que tu fais les pecs le lendemain, tu es cramé pour faire les pecs, hein. Ouais, mais après, oui, 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 je vois ce que tu veux dire. Mais tu peux arriver, en tout cas, moi, je sais que je peux arriver à agencer de telle manière à ce que tout, tout soit relativement optimisé. Après, je pense que, encore une fois, ça passe dans le fait sur le split, de pas être extrême, d'être modéré. Et peut-être, alors que le split est plus technique à mettre en place que le half ou le full, tu vois, peut-être éventuellement. En fait, pourquoi moi je m'intéresse autant au half et au full, alors, c'est possiblement split. Ça s'appelle du push-push leg d'ailleurs. Ça a encore une autre Ouais, forme. Mais ce qui peut être intéressant, en fait, c'est pouvoir travailler le muscle plusieurs fois dans la semaine et pouvoir augmenter ton volume après plusieurs années d'entraînement. Parce que le problème du split, c'est qu'au bout d'un moment, c'est limité par rapport à ton volume. Parce que quand tu vas cramer tes pecs le lundi, tu es obligé d'attendre je ne sais pas combien de jours pour pouvoir les retravailler. Et ça, c'est dommage parce que la fréquence, tu es obligé d'avoir une fréquence très grande. Et comme les facteurs de croissance, la science, on se rend compte que la fréquence fait partie aussi des facteurs de croissance. Le volume, la fréquence. Voilà. Et au bout d'un moment, alors c'est sûr qu'en split, quand tu es débutant et les premières années, ça fonctionne très bien. Sushi, ça fonctionne très bien, pas de souci. Le problème, c'est que après, comment tu fais pour pouvoir augmenter le volume, la fréquence, sans passer par du half ou du full? Ça devient compliqué, en fait, tu vois. C'est juste ça, en fait. Tu comprends? ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est une méthodologie de progression différente. Ouais, Voilà. C'est pour ça que c'est bien, moi, je pense personnellement, de changer. Et même pour les gars qui font que du full et du half, de temps en temps, de revenir sur du split, hein. Ça ouais, peut être très bon aussi, hein. Très, très bon aussi, hein. d'accord. Voilà. Bon, bah, tu vois, c'est intéressant parce que Il n'y a rien de fermé, en fait. les C'est ça avis, qui est génial à l'entraînement, c'est qu'il n'y a rien de fermé. les avis divergent, donc c'est intéressant parce qu'éventuellement, effectivement, pardon, voilà, sur 5 semaines, moi, je fais un split où je répartis, voilà, vraiment en fonction des points forts, des points faibles, avec un truc assez classique que je garderai, où je suis totalement d'accord avec toi, c'est que voilà, je mettrai plus 2 séances d'eau. En général, je mets 2 séances d'eau et pas 2 séances pec, pour faire un petit. Par contre, 2 vraies séances d'eau, tu vois. Pour dire une autre chose aussi, pour vous donner un exemple par rapport au full body, vous prenez les cyclistes sur piste. Donc les mecs, ils font leurs cuisses en musculation 2, 3 fois par semaine et ils font tous les jours du vélo avec des braquets énormes où toi, tu montes sur le vélo, tu n'es même pas capable de faire un pédalage tellement que c'est puissant. Et les mecs, ils travaillent leurs cuisses tous les jours. Et les mecs, ils ont des cuisses de bodybuilder. Tu vois, pour te dire que le volume, parce que là, du coup, c'est un gros volume d'entraînement qu'ils ont, ils ont un volume de psychopathes. Le volume d'entraînement est vraiment important dans le facteur de croissance. Tu vois, c'est pour ça que ça peut être intéressant à un moment donné d'augmenter ton volume de travail sur un muscle donné pour pouvoir le faire réagir et grossir sur un point faible ou sur une partie, tu vois. Voilà, simplement. Ouais, mais après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont testé ça, faire les bras tous les jours et tout ça. Il y en a pas mal hein, sur YouTube. On peut retrouver pas mal de tests. Alors, je ne parle pas des YouTubeurs à la noix ou quoi. Je te parle même de Body, par exemple, qui ont fait ça. Je sais que Rich Piana, de qui j'étais fan, paix à son âme, à un moment faisait ça. Bon, même si ce n'est pas l'exemple de progression au naturel par excellence, mais voilà. Donc, C'est tester. intéressant. Après, il faut que ce soit bien fait. En fait, on n'improvise pas du half ou du full body comme ça. Il y a toute une méthodologie dedans, hein. C'est un peu plus complexe et subtil de ce qu'on peut croire, en fait. Tu vois, comme je t'ai expliqué tout à l'heure par rapport au full, il ne s'agit pas de faire le lundi du développé couché, du soulevé terre, du squat. Ouais, Parce que ouais. là, c'est sûr que ça va être compliqué pour le lendemain.
Voilà, ça va être compliqué. Donc, il faut savoir répartir les gros exercices de polyarticulaire sur la semaine. Enfin, tu as compris les subtilités? Ouais, mais comme un bon split, hein, tu vois, pour moi, c'est pareil. Hein, c'est que pour que ça fonctionne bien, il faut que tout concorde. Et pour ça que ça prend du temps de faire un programme d'entraînement. Ouais. De concevoir un bon programme, ça prend du temps. Donc, Voilà, ça prend du temps. Et comme on revient à dire tout à l'heure, ça ne sert à rien de changer tous les 4 matins non plus, quoi. Bon, merci Anto, c'est toujours passionnant de discuter avec toi en plus parce que non, mais parce que même si des fois on peut être légèrement divergent, c'est super enrichissant en fait parce que ça remet en cause aussi notre propre méthodologie, donc ça nous fait penser à des choses, on dit ah ouais c'est pas con et machin, c'est super enrichissant en fait et c'est ce que j'aime moi, c'est ce que j'aime. Moi on m'a posé la question, on me dit mais pourquoi tu fais Canto des telles fois vous n'êtes pas d'accord? Mais justement c'est ça qui est intéressant. Quel est l'intérêt de faire un podcast avec quelqu'un où on est tout le temps d'accord? Il n'y a pas de débat. S'il n'y a pas de débat, et puis en plus, le pire, c'est pas ça. C'est que ce soit la nutrition ou l'entraînement, c'est des sciences qui sont très jeunes. Ça évolue tous les ans, ça évolue. Si ça se trouve, dans 20 ans, j'aurai tort, tu auras raison, ou inversement, tu auras tort, j'aurai raison. Donc, voilà, c'est une science qui n'est pas fermée, c'est enrichissant, et j'espère que vous, les spectateurs, bah, vous profitez de ça, vous faites votre propre opinion, vous faites vos propres tests, et puis vous expérimentez, et puis ça avance. voilà, le but c'est de faire un échange et puis le but, c'est que ça se complète aussi. C'est-à-dire que bah, toi, il y a des choses où tu es calé, ou moi, la neuroscience, bon, bah voilà, j'ai des connaissances très sommaires. Voilà, moi, les troubles du comportement alimentaire, bon, bah, je connais mieux. Voilà. Tu as ton expérience de coach. C'est vrai que tu suis beaucoup de clients et tu as des retours. Moi, quand je dis toujours, la théorie, c'est bien, mais la pratique, voilà. Quand tu es sur des cas pratiques, et des fois, tu vois que la théorie, bah, non, c'est plus compliqué que ça, quoi. Voilà. Et encore une fois, ce qui compte, c'est la pratique. C'est la pratique. Et même moi, je te dis franchement, moi, des fois, je vois des coachs qui ont des méthodologies qui sont à l'opposé de moi, ou même, tu vois, ça m'arrache les cheveux, et pourtant, les mecs, ils ont des résultats. Et au final, c'est ce qui compte, c'est que le mec, il soit content, il a son résultat. Oui, voilà, tout en préservant la santé des clients. Voilà, donc après, c'est pas parce que, en fait, il faut que les gens comprennent qu'il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord, mais que ce qui compte, c'est que c'est pour ça qu'il a toujours été un modèle pour moi, c'est qu'on a la même philosophie en fait. C'est ça qui compte. Ce qui compte, c'est la mentalité et la philosophie. La pratique et les méthodes qu'on utilise, c'est différent du fond. Ce qui compte, c'est le fond d'une personne. C'est toujours le fond. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, c'est surtout pour ça qu'on a fait ça ensemble. C'est le fond. C'est parce qu'on a envie de vous aider, de partager. Comme il l'a dit, on ne gagne rien à faire ces podcasts. Ça nous prend du temps et on gagne zéro. On va pas… Le but du podcast, on ne vous a jamais dit on vend une méthode, on n'a jamais envoyé sur notre site, on n'a jamais mis un lien sur le podcast pour vendre un e-book, un truc, ou vendre un pot de patates douces. Voilà, alors qu'on vend des suivis. Ce n'est pas le but. C'est pas le but, parce que nos activités à nous deux, elles marchent bien de notre côté. Voilà, les podcasts, c'est vraiment pour aider et parce que nous aussi, on aime apprendre et échanger. Voilà, donc c'est cool. C'est cool, c'est clair. Bon, bah écoutez, à la semaine prochaine. Ouais. On vous embrasse. Bye. Et les pouces. Hein. Ciao. Ciao.